Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier webinaire Jeudi j'agis, cap sur la santé et la sécurité au travail. Je suis très honorée de lancer ce premier webinaire d'une longue série Jeudi j'agis. Donc on aura rendez-vous un jeudi par mois pour agir ensemble sur une thématique qui est à enjeu dans le domaine professionnel. Et donc, on commence avec cette première thématique qui est liée à la santé et à la sécurité au travail, puisque ce dimanche, le 28 avril 2024, ce sera la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Donc, c'est un gros enjeu d'en parler, bien évidemment. Donc, pour me présenter en 30 secondes promis, je suis donc Dora Blasberg. J'ai créé ProAdapt il y a 4 ans. Donc, on agit dans le domaine de la santé, de la prévention, que ce soit des troubles musculo-squelettiques, des RPS par exemple, et également de l'inclusion et du handicap en entreprise, puisque je suis psychologue du travail, conférencière, également intervenante à l'université auprès des étudiants. Voilà. Alors, pourquoi avoir réalisé des webinaires Jeudi, j'agis, cap sur quelque chose? Donc déjà, c'est vous qui avez trouvé le nom, qui avez voté pour ce nom de Jeudi, j'agis. Donc jeudi, ça peut être également je le dis et je le fais. C'est tout simplement pour avoir des clés opérationnelles sur des thématiques majeures et des sujets qui sont à enjeu en entreprise. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le domaine de la santé et de la sécurité, mais il y aura beaucoup de sujets différents au cours de l'année. On va également donc partager toute une expertise autour de la thématique du jeudi j'agis, partager peut-être des bonnes pratiques entre pairs s'il y a, et puis vraiment se créer un réseau et pouvoir aussi passer un coup de fil quand on a une question ou pouvoir échanger entre pairs, c'est très très important. Voilà. Alors, comment va se passer ce premier webinaire? Donc, on a la volonté de faire des webinaires qui sont assez courts pour que ce soit facile aussi dans votre emploi du temps d'y participer et puis que ce soit pas euh, redondant avec des choses que vous savez déjà, que ça vous donne pour autant des clés opérationnelles pour agir dans le domaine concerné. Donc là, on va se concentrer sur les enjeux de la santé et de la sécurité au travail. Donc, c'est un gros sujet. Découvrir des chiffres clés qui sont malheureusement encore alarmants en 2024, même si les chiffres datent de 2023. Mais voilà, il y a encore des choses à faire, vous allez voir. On va vous proposer des clés concrètes pour agir en entreprise en fonction du métier et du niveau dans l'entreprise, parce que chacun a un rôle dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Et puis, on va explorer des pouvoirs de l'activité physique et de l'inclusion. Donc, ce sont mes domaines d'expertise face justement à ces enjeux de la santé et de la sécurité au travail. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Et sans plus attendre, on va commencer. Donc, tout simplement, comprendre les enjeux. Donc, c'est une slide qui est assez chargée, j'en suis désolée, mais on voulait vraiment insister qu'il y a des enjeux à tous les niveaux face à la santé et la sécurité au travail. Donc, il y a des enjeux pour les salariés, parce qu'on va bien sûr avoir des enjeux liés à tout ce qui est santé physique et santé mentale. Bien évidemment, le, notre concentration d'énergie est pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais également tout ce qui est peut-être un peu plus diffus et qui est un peu à la mode, mais qui existe encore beaucoup dans les entreprises. On va être sur le stress, sur les risques psychosociaux qu'on appelle RPS. Pour les salariés, on va essayer d'aller améliorer la qualité de vie au travail quand on agit pour la santé physique et mentale. Tout simplement favoriser le bien-être, essayer de leur développer de l'épanouissement et de la motivation, ce qui va venir renforcer en contrepartie un sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise, renforcer également ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire qu'on va maintenir les capacités physiques et mentales des collaborateurs pour rester actifs en permanence dans le monde du travail au sein de votre entreprise, mais également qu'ils puissent être employables par d'autres sociétés si jamais ils veulent évoluer de carrière. Donc, véritablement, on a des enjeux très importants au niveau de la santé physique et mentale pour les collaborateurs. Côté entreprise, bien évidemment, on va être sur des choses qui sont plus réglementaires ou qui sont plus un petit peu tête haute. Donc là, on va parler par exemple de réduire des coûts qui sont directs et indirects parce que tout simplement, un accident du travail, des maladies professionnelles, ça représente beaucoup d'investissements financiers pour les entreprises. Et puis, on fera le lien également avec la case d'à côté pour la société. Ça représente également beaucoup d'argent au niveau sociétal en France. On va également essayer de lutter contre tout ce qui est absentéisme,
turnover. Euh, Par exemple, une personne qui est en maladie professionnelle, qui est en arrêt longue durée, eh bien, ça peut prendre un ETP, un équivalent temps plein, et qui n'est pas forcément remplaçable dans les cases de, de l'entreprise, de l'organisation. Donc voilà, on va essayer aussi de travailler l'image de marque, bien entendu, même si c'est pas que un travail marketing et puis superficiel, vraiment d'agir pour la santé et la sécurité au travail. On va vraiment essayer d'agir pour les salariés, pour leur santé physique et mentale dans un premier temps. Quand on travaille sur cette thématique, eh bien, on travaille aussi sur la productivité et la performance. Donc, donner les clés aux collaborateurs d'être en bonne santé physique et mentale et donc d'être performant, de se sentir productif et d'atteindre ensemble les enjeux et les KPI de l'entreprise qui sont visés d'une manière annuelle. Et puis, bien sûr, on va travailler sur tout ce qui est RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. En lien également avec la communication interne, la communication externe. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont un petit peu indirects, même si, comme on l'a vu, le principal sujet, c'est la santé et la sécurité physique et mentale. Pour la société, j'en ai un petit peu parlé. On va essayer de réduire collectivement en agissant sur ces domaines, réduire les charges sociales parce que les accidents du travail coûtent cher. Les maladies professionnelles coûtent cher à la collectivité, à nos impôts, à tout ce qu'on paye finalement. On va essayer également de favoriser l'inclusion pour promouvoir un environnement de travail qui est plus inclusif pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes qui souffrent de maladies professionnelles qui sont impactantes sur leur santé et peut-être impactantes sur leur vie professionnelle ou leur vie personnelle. Et puis, on va tout simplement contribuer, en agissant dans ce domaine-là, à une meilleure santé publique en prévenant des accidents. On agit sur la santé globale de la population, notamment des salariés un petit peu seniors en fin de carrière, qui vont ensuite être, par exemple, en situation de retraite. Et bien, on va essayer de travailler tout au long de leur carrière sur le domaine de la santé et de la sécurité pour pouvoir qu'ils soient en bonne santé au moment de la retraite. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux aux trois niveaux et c'est important de le souligner parce que souvent on est focus sur la santé et la sécurité du point de vue des salariés. Alors les chiffres qui sont malheureusement encore alarmants, donc c'est ceux de 2023, on a plus de 600 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 000 accidents du travail déclarés chaque année, dont 696 mortels. Donc c'est assez énorme comme chiffre. On voit les évolutions qui sont un petit peu en vague. Donc on voit un creux forcément en 2020 avec le Covid et les entreprises qui se sont mises plus à l'arrêt. En 2019, on avait un pic assez haut au contraire et on voit que sur ce schéma donc, de l'assurance maladie, la vague repart en hausse à partir de 2021. Donc on n'a pas les derniers chiffres, mais pour autant, 600 000 accidents du travail, c'est quand même une notion qui est importante à avoir en tête. Euh, et donc en 2023, c'est vraiment il y a quelques mois, il y a 6 mois, on a des accidents du travail qui coûtent la vie à 2 personnes par jour en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2 personnes par jour en France subissent un accident du travail qui, malheureusement, les amène à décéder. Donc, il est temps d'agir concrètement ensemble et sur la durée. Alors, comment agir concrètement, justement, ensemble? Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a tous un niveau où on peut agir, puisque c'est un sujet qui est global, comme on l'a vu au début, mais s'il n'y a qu'une impulsion DRH ou s'il n'y a qu'une impulsion du manager de proximité, du manager de terrain, et qu'il n'y a rien qui est décidé au niveau de la direction, ou au contraire, s'il n'y a que la direction qui donne une implication, qui fait une politique de prévention, pour agir concrètement sur le terrain, mais que ce n'est pas décliné en interne, ça ne va pas du tout, parce que du coup, il faut qu'il y ait une cohérence pour que ce soit vraiment pris en compte et que ça fonctionne. Surtout, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est comment agir concrètement et qu'il y ait des effets. Donc, tout simplement, en tant que dirigeant, ce qui est important, c'est de mettre en place une politique, une véritable stratégie en santé et en sécurité. Donc, il faut envoyer des signaux forts
communiquer régulièrement et allouer des ressources surtout sur ce sujet-là. Donc tout ce qui est grandes entreprises, bien évidemment, ils ont des directions, ils ont des unités, ils ont des interlocuteurs spécifiques pour la santé et la sécurité au travail. Dans des petites PME, ça vaut le coup également d'identifier, alors peut-être pas un ETP en entier, un collaborateur qui travaillait 100% dessus, mais pour autant que les collaborateurs puissent bien identifier une personne ou deux ou trois, ça dépend, qui a dans ses missions ces actions-là, la santé et la sécurité au travail. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un interlocuteur qui puisse ensuite animer la politique de prévention et animer peut-être un dialogue social aussi sur le sujet. En tant que directeur, il faut également vouloir mettre en place, c'est important, des diagnostics sur le sujet, des diagnostics des risques professionnels. Donc là, notamment par exemple le document unique en entreprise qui est obligatoire. Mais ce document unique, très souvent, il est assez superficiel. C'est quelque chose qui comment disons, comment dire ça gentiment, qui barbe, qui ennuie un petit peu la filière RH ou les risques, ou les personnes qui sont en charge des risques. Mais vraiment, voilà, aller chercher un diagnostic professionnel, identifier les dangers potentiels, qui soient vraiment physiques, concrets sur le terrain. Par exemple, si on a une industrie, bah, tous les risques d'accidents dans l'industrie, sur le terrain. Si on a des métiers plutôt tertiaires, eh bien, ça peut être des accidents en lien avec euh, les accidents de trajet, avec des accidents de plein pied, que ce soit chez soi ou en télétravail. Il faut vraiment aller identifier tous les accidents, mais on a aussi un besoin de diagnostic sur les risques professionnels psychosociaux, et donc notamment face au stress, face à la charge de travail, comment on réagit et comment on donne les clés aux collaborateurs pour pouvoir un petit peu moduler ces sujets-là, comment pouvoir faire un équilibre vie professionnelle, vie privée qui est intéressant et qui peut permettre ensuite d'avoir une bonne santé, une bonne sécurité au travail. Donc, en tant que directeur, on a vraiment un enjeu à mettre en place un système de diagnostic et puis, bien sûr, ensuite de management qui est en lien avec la santé et la sécurité au travail. Donc, ça, c'est voilà, et qu'il faut qu'il y ait un lien entre la direction et puis les différents interlocuteurs. Le deuxième niveau qui est important, alors c'est pas du tout en ordre croissant, hein, mais c'est voilà tout ce qui est fonction support, les RH, les missions handicap, les missions prévention ont un rôle très important dans la déclinaison de la politique santé et sécurité impulsée par la direction. Ils ont un rôle donc de déclinaison, mais ils ont aussi un rôle de faire remonter des choses du terrain, tout comme les managers de proximité qu'on va voir après, tout comme les salariés. Chacun a un rôle en fait de faire remonter aussi à la direction des alertes, écouter vraiment ce qui se passe sur le terrain, aller pouvoir identifier des choses qui sont peut-être pas répertoriées dans les politiques de santé et de sécurité, et puis oser aller dire à la direction, bah, ça on ne l'a pas identifié, ça il faut agir dessus. On a vraiment tous un rôle euh, pour faire face et pour diminuer cette question de sécurité et de santé au travail. Forcément, les fonctions support et notamment les RH ont un rôle dans le dialogue social, l'animation du dialogue social avec les représentants du personnel sur les thématiques de la santé et sécurité au travail. Donc souvent, les responsables ressources humaines ou les interlocuteurs RH angoissent face aux présentations en CSE de ces thématiques-là, puisque, par exemple, s'il y a eu un accident du travail qui soit grave ou un peu plus superficiel, voilà, on sait qu'on est en tort parce qu'on doit protéger la santé et la sécurité. Oui, on doit, en tant qu'employeur, protéger la santé des collaborateurs. Et c'est vrai que souvent, le dialogue social, c'est quelque chose qui peut être assez angoissant. Mon conseil, c'est tout simplement d'y aller avec toute l'honnêteté que vous avez. C'est-à-dire de bien préparer le sujet forcément avant le CSE, mais de dire, voilà, on est au courant, on doit faire tout ça, on a essayé, on fait tout ça au quotidien, mais malgré tout ce qu'on fait, eh bien, il s'est passé ça. Et du coup, on en prend note, on en prend euh, enfin, on en tire des conclusions et maintenant, voilà le plan d'action qu'on vous propose, chers représentants du personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de mettre un plan d'action plus important? Donc, vraiment avoir un dialogue social de qualité et puis aussi avoir un dialogue entre fonctions support, c'est-à-dire entre RH, mission handicap, mission prévention, qui parfois dans les grandes entreprises sont vraiment très, très, très distinctes, et bien pouvoir se réunir sur des thématiques de la santé et de la sécurité au travail, c'est important. Et de dire, bah voilà, par exemple, les collaborateurs qui sont en situation de handicap, est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus en danger parce que
parce que, par exemple, ils font face à une charge mentale plus importante, parce qu'ils ont de la fatigabilité avec des médicaments, certains, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour renforcer leur santé et leur sécurité au travail? Donc voilà, la mission prévention peut avoir un rôle, les RH peuvent avoir un rôle, la mission handicap, et donc vraiment fédérer quelque chose global autour de ce sujet, tous ensemble. Bien entendu, il y a également un rôle des managers de proximité, des managers de terrain, peu importe comment on les appelle, des responsables d'équipe. Ils ont plein de noms, ces managers, qui sont au quotidien, à côté des collaborateurs qui les guident pour réaliser leur mission professionnelle, pour développer leurs compétences. Et ces managers, ils sont également en contact avec toutes les fonctions support et avec la direction qu'on a vue. Donc, ils ont à la fois les remontées de terrain, eux, qui peuvent prendre en compte. Ils voient également, en étant sur le terrain, tout ce qui se passe au quotidien. Et puis, ils entendent toute la stratégie et la politique RH. Donc, c'est un rôle qui est vraiment central et clé. Donc, il doit s'impliquer personnellement en tant que manager sur cette démarche de prévention et d'action sur le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Alors, bien entendu, les managers se doivent d'être exemplaires. C'est-à-dire que si sur votre site, généralement c'est le cas, c'est interdit de marcher en téléphonant ou en étant en train d'écrire des textos pour éviter le risque de plein pied, par exemple, tout simplement, eh bien, le manager doit lui-même être exemplaire et ne pas marcher en écrivant un mail typiquement basique. Ou alors, il ne doit pas sortir du site avec son téléphone à l'oreille, au volant, bien entendu. Donc, c'est à vous, en tant que fonction support ou en tant que direction, de rappeler cette exemplarité que le manager doit avoir. Et quand il aborde ses collaborateurs, il doit y aller avec de l'humilité, de la bienveillance. C'est-à-dire que s'il voit un de ses collaborateurs, un de ses salariés qui est en train d'écrire un mail ou un texto en marchant, eh bien, c'est pas aller tout de suite y aller avec un ton très de reproche ou un ton accusateur. Voilà, c'est plutôt aller dans le dialogue, aller dans la bienveillance pour créer un climat de confiance et pour qu'ensuite tous les collaborateurs aient envie de prendre soin d'eux, de prendre soin de aussi leurs collègues et d'agir ensemble sur le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Alors, bien entendu, ils ont un rôle, les managers de proximité, de sensibilisation et de formation de leurs collaborateurs. Donc, comme les fonctions support ont un rôle de sensibilisation et de formation ou d'organisation de formation et de sensibilisation, mais les managers peuvent dire, voilà, il y a besoin de cette action de formation pour le remonter dans l'enquête de formation, par exemple. Cette formation, elle n'est pas trop adaptée au terrain. Les salariés m'ont remonté que voilà, ça ne s'adapte pas trop à nous, il faudrait plutôt ça. Les managers de proximité, ils ont vraiment un rôle entre toutes les fonctions support et le terrain, les collaborateurs, pour juger des actions de formation, des actions de sensibilisation, si elles sont pertinentes face aux enjeux qu'ils vivent tous les jours. Euh, Forcément, ils doivent créer un dialogue, favoriser le dialogue et une concertation en fait quotidienne en permanence sur le domaine de la santé et de la sécurité, sans pour autant l'identifier, le taguer comme santé, sécurité tout le temps, parce que vos salariés vont en avoir le bol, ils vont en avoir marre au bout d'un moment si vous en parlez tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est important de mettre des petites touches, un petit peu comme dans une recette de cuisine où on va mettre une petite épice secrète et ça va tout changer. Eh bien, au quotidien, ils doivent mettre une petite touche de prévention en santé et sécurité au travail, tout en veillant en fait à l'application des règles, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau de vos règles d'entreprise. Voilà, on a tous des métiers un petit peu particuliers avec des règles et ils sont là pour veiller à l'application des règles. Donc, vous aurez compris que les managers de proximité, comme dans beaucoup, beaucoup de domaines, ils ont un rôle central qui est à la fois avec les remontées terrain, eux, leur visibilité sur le terrain et au quotidien, et puis tout ce qui peut venir des fonctions support et de la direction, et aussi qui font remonter. Donc, ces managers de proximité, ils ont un véritable rôle et c'est aussi à nous en tant que fonction support, en tant que direction, d'en prendre soin de ces managers. Parce qu'eux aussi, ils peuvent être victimes d'accidents du travail, de maladies professionnelles liées par exemple aussi à une charge de stress, à une charge de travail et puis à une mauvaise gestion de tout ce qui est risques psychosociaux eux-mêmes en tant que manager. Donc prenez soin de vos managers pour qu'ils prennent soin des collaborateurs. C'est un petit message, mais c'est très très important. Et enfin, donc les salariés face aux enjeux de santé et de sécurité au travail, et bien forcément, ils doivent se former
être formé par l'entreprise à tous les gestes et postures, par exemple. Comment prendre soin de sa santé physique, comment ne pas avoir de raideur le soir en débouchant, comment, si on a un travail avec des gestes répétitifs, ne pas subir, ne pas avoir de maladies professionnelles, de TMS, par exemple, de troubles musculo-squelettiques, euh, face à un geste répété, qui engage le corps. Donc voilà, ils ont un rôle de participer aux événements de sensibilisation ou de formation. Ils ont un rôle également de signalement. Et ça, c'est important de le rappeler. Ils ont un rôle de signalement de tout danger qu'ils voient. Et il faut qu'ils osent en parler. Donc ça, c'est à nous de créer un climat de confiance et un climat où, quand on dit, bah, il me semble que j'ai vu ça, ça me paraît un peu dangereux. Ou alors, bah, typiquement, je vous donne un exemple de quelque chose que personnellement j'ai déjà remonté dans ma carrière au tout début où j'étais RH. Et ben, quand on ouvrait la porte des toilettes des filles, eh bien, il y avait tout de suite derrière la porte le lavabo. Et en fait, quand on ouvrait la porte et qu'on était un petit peu dynamique, comme moi je peux l'être, eh bien, on pouvait écraser la personne qui est en train de se laver les mains et qu'on ne voyait pas avant. Donc, tout simplement dire, bah là, je pense qu'il y a un risque, on cogne quelqu'un avec la porte, donc c'est pas forcément un accident grave, mais pour autant, on peut blesser quelqu'un et lui faire mal. Ou alors, je vois qu'il y a une plaque de placo qui est un peu en train de se décoller, de tomber, et est-ce qu'on pourrait agir là-dessus? Ou alors, oulala, en plein hiver, dans des bureaux qui sont chauffés avec des petits radiateurs, ah bah il y a la poubelle qui est collée au radiateur, elle a commencé à fondre parce que voilà, et donc il y a un risque d'incendie et potentiellement un risque sur la sécurité et la santé des collaborateurs. C'est à nous, en tant que salariés, à tout le monde, de pouvoir identifier des petites situations qui peuvent être alarmantes ou des grosses situations qui peuvent être dangereuses, bien entendu, et d'oser le dire. Donc c'est à l'entreprise de mettre en place un système d'identification de ces éléments-là, peut-être de catégorisation de leur gravité ou pas, et de créer un climat de confiance pour que les salariés osent en parler et n'aient pas l'impression de faire des reproches en permanence. Et puis en tant que salarié, bien entendu, ils doivent respecter les consignes, hein, ça c'est évident en termes de sécurité et de santé, et vraiment, véritablement donc s'impliquer dans une démarche quotidienne pour mettre en place des choses dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Donc voilà, vous voyez un petit peu qu'on a tous des rôles, peu importe notre métier ou notre niveau dans l'entreprise, et c'est important de le rappeler. Donc la santé et la sécurité au travail, ce sont des enjeux majeurs. Il y a une faute sur la slide, je suis désolée, je ne l'ai pas vue avant, qui nécessite une mobilisation véritablement collective, et en s'impliquant chacun à son niveau, on peut créer un environnement de travail plus sain, plus sûr et donc plus performant, que ce soit côté entreprise ou côté salarié, plus performant en ressentant du bien-être et en étant en bonne santé. Allez, on va faire deux zooms, le pouvoir de l'inclusion et le pouvoir de l'activité physique face à ces enjeux de la santé et de la sécurité au travail. Donc, je pense que c'est évident pour vous, mais l'inclusion, qu'est-ce que c'est? On va quand même se redire ce que c'est. L'inclusion, c'est le fait de créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé, respecté, capable de s'épanouir, quelles que soient ses origines, quel que soit son environnement dans lequel il a grandi, quelles que soient ses caractéristiques physiques, psychologiques, mentales, son handicap, son genre, sa religion. Enfin voilà, l'inclusion, c'est véritablement créer un environnement de travail où chacun a une place et peu importe comment on est physiquement, moralement, d'où on vient et ce qu'on aimerait devenir. Donc concrètement, euh, avoir une véritable politique d'inclusion de chacun permet de diminuer tout ce qui est discrimination et harcèlement au travail, qui peut générer ensuite des risques psychosociaux, par exemple, qui peut générer aussi malheureusement des suicides ou alors des tentatives de suicide, qui peuvent générer des maladies professionnelles avec notamment des arrêts maladies longue durée ou bien carrément des inaptitudes dans le enfin, données par la médecine du travail. Donc voilà, l'inclusion permet de diminuer des choses qui sont graves et qui arrivent encore malheureusement trop souvent au travail. Il faut en parler, il faut oser dire, il faut agir véritablement tous ensemble. Et au contraire, quand on agit sur l'inclusion, eh bien, on va aller améliorer la performance collective. On va aller améliorer le sentiment d'engagement.
d'appartenance, tout ce qui est cohésion sociale. On va aller travailler sur tout ce qui est les biais cognitifs, les préjugés, tous les sujets tabous, parce qu'on va oser en parler en interne comme en externe. On va créer une véritable stratégie, une politique RH inclusive qui donne une place à chacun et qui aussi ouvre le dialogue, où par exemple, il y a des moments où il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, ah bah toi, c'est différent. On est en flex office, c'est-à-dire en bureau partagé où chacun change de bureau tous les jours en fonction de quand il arrive et des bureaux qui sont disponibles. Bah, toi, tu changes jamais de bureau. Bah, tu pourrais m'expliquer pourquoi. Et un salarié qui ose dire ça veut dire qu'il y a un climat de confiance. Et si l'autre dit, bah, j'ai pas trop envie de t'en parler, ça se comprend, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais s'il répond aussi, j'ai un petit souci de santé et j'ai un siège qui est adapté, qui a été réglé, voilà, j'ai un repose-pied qui est réglé aussi à ma situation de santé. Donc effectivement, je peux pas changer de bureau comme tous les jours, comme tout le monde en flex office. Donc c'est pour ça que moi je bouge pas. Ou alors que le manager aborde cette question-là, et bah mais sans forcément aller donner des détails de santé qui sont bien sûr confidentiels. Mais voilà, créer vraiment une stratégie, une politique inclusive pour que tout le monde se sente bien et que ensemble on innove, ensemble on agisse et ensemble on soit performant pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise. C'est un pouvoir qui est immense, qui est encore sous-estimé en France, notamment aux États-Unis, au Canada, en Angleterre ou dans d'autres pays. L'inclusion est systématique, est évidente, et en France, malheureusement, ça ne l'est pas encore. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites. Il y a de plus en plus aussi de communication et de marketing qui sont faits autour des thématiques de l'inclusion, mais il n'y a pas que ça à faire. Il faut aussi agir concrètement au quotidien et il faut engager les fonctions support, les managers et les salariés eux-mêmes dans cette stratégie d'inclusion qui agit sur le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Alors, le pouvoir de l'activité physique au travail, on va très rapidement en parler. Donc, bah, bien sûr, quand on fait de l'activité physique, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'activité physique? C'est pas du tout courir un marathon au travail sur sa pause déjeuner, parce qu'on n'en est pas tous capables. C'est pas forcément aller venir en vélo et repartir en vélo, même si c'est très bien si vous faites ça, parce que voilà, c'est pas forcément tout ça. L'activité physique, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, le temps qu'on a pour faire des petits mouvements, par exemple des rotations d'épaules, bouger les poignets, qui sont les lieux où il y a le plus, par exemple, de troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que le haut du corps, c'est 80% des troubles musculo-squelettiques. Donc, entre le bas du dos, qui se fait souffrir généralement, les épaules, tout derrière le cou, les bras, les poignets et les doigts, ce sont les endroits où on a le plus de troubles musculo-squelettiques. Donc, prendre quelques minutes, voire quelques secondes, plusieurs fois par jour ou dans la semaine, pour bouger, pour faire des mouvements, pour faire circuler le sang, détendre nos muscles, c'est vraiment ça l'activité au physique au travail. En fait, c'est identifier des mouvements qu'on peut faire en tenue de travail, sans transpirer, en bonne humeur, en collectif ou seul au travail, hein, en télétravail ou au bureau. J'ai une réunion de 2 heures. Bon, bah, voilà, c'est un peu long, je me concentre, je suis en visio, je ne prends pas forcément la parole tout le temps. Eh bien, je peux faire des mouvements avec mes jambes discrets. Par exemple, là, vous ne voyez pas forcément que je suis en train de faire de l'activité physique avec mes pieds, avec mes jambes pour faire circuler le sang, oxygéner le cerveau, et puis que ça fasse du bien. Donc, c'est ça l'activité physique. C'est quelque chose de très simple, mais qui a un véritable effet. Alors, ça a un effet sur quoi? Au niveau de la santé et de la sécurité au travail, sur le bien-être physique et mental, qui du coup, par enchaînement positif, permet de réduire le stress, l'anxiété, les symptômes de dépression. Quand on a une charge de travail qui peut être ponctuellement très, très importante, ça permet d'augmenter l'énergie, la motivation, et puis d'arriver à tout simplement à dormir le soir, en fait, alors qu'on a plein de sujets en tête. On en a parlé, ça permet de diminuer tout ce qui est les risques de troubles musculo-squelettiques, les TMS, en renforçant les muscles, les articulations, améliorer la posture, la flexibilité, voilà, avoir moins de contraintes sur le corps en fonction de nos métiers. Et c'est pas parce qu'on est euh, en métier sédentaire sur un ordinateur qu'on n'a pas de troubles musculo-squelettiques. Bien au contraire, ça permet d'améliorer la performance cognitive, donc la performance cérébrale, tout ce qui est concentration, la mémoire, la créativité, l'innovation, voilà, qu'on ait envie d'aller de l'avant et qu'on trouve des solutions alors que parfois on se sent complètement bloqué. Et bien, par exemple, aller marcher 10 minutes, ça peut
faire générer des nouvelles idées. Et puis, bien sûr, ça aide à diminuer tout ce qui est risque d'accident du travail parce qu'on a des meilleures coordinations de mouvement, parce qu'on est peut-être moins fatigué, on est peut-être plus concentré, on améliore notre temps de réaction, on a peut-être aussi moins de douleur, hein, tout simplement. Et donc, du coup, on va pas faire de faux mouvements ou on va pas basculer, tomber parce qu'on a bougé un petit peu. Je vous répète, hein, ça peut être quelques secondes, quelques minutes, plusieurs fois dans la journée avec des mouvements qui peuvent être assez simples. Donc voilà, l'activité physique et l'inclusion, ce sont euh, deux éléments forts pour agir pour la santé et la sécurité au travail. Alors, on a quelques petites idées d'action simples à vous partager dans le quotidien au travail. Donc, ça peut être par exemple réaliser des échauffements musculaires avant le début d'une activité qui est contraignante. Donc, par exemple, avoir un port de charge avec ou des métiers où il y a des postures compliquées ou des postures répétées. Donc, on peut tous en groupe, par exemple, lors du briefing du matin, eh bien, faire un petit échauffement musculaire. On met de la musique ou pas. Ça peut être des salariés différents qui animent l'échauffement musculaire, ça peut être une mission que quelqu'un porte sur un trimestre. Voilà, c'est à vous de trouver comment animer ça d'une manière ludique où les salariés prennent part voilà, à cette activité et que ça devienne automatique surtout, c'est ça. Il faut un petit peu se forcer au début à organiser ça d'une manière régulière et puis après, ça deviendra automatique. Et tous les matins, on aura envie de faire notre petit échauffement musculaire qui peut durer 1 minute, 3 minutes. C'est déjà énorme, c'est déjà très bien, mais qui permet de réchauffer tout simplement les muscles et les tendons et d'éviter des accidents du travail derrière. On peut aussi réaliser des petites pauses de 3 à 5 minutes régulièrement au cours de la journée en mouvement. Donc, comme je vous disais, par exemple, travailler les poignets, travailler les doigts, travailler les épaules, travailler le cou, travailler aussi la charge mentale et énergique qu'on a qui peut nous contracter les épaules. Donc, nous, avec ProAdapt, par exemple, on organise des pauses de 10 minutes en visio dans certaines entreprises qui le souhaitent, ce qu'on appelle les flash mouvements, pour créer une dynamique, pour aller de l'avant, pour agir pour la santé et la sécurité d'une manière très réduite. 10 minutes, c'est pas grand-chose, 2 fois par semaine en visio, c'est pas une grande contrainte sur l'agenda professionnel, mais pour autant, ça agit sur la santé et la sécurité, ça donne les clés aux collaborateurs de quel mouvement j'aime bien? Ah oui, celui-là, il me fait du bien. Tiens, je vais pouvoir le refaire en autonomie. Donc, c'est un petit peu ça qu'on souhaite faire avec les flash mouvements. On peut aussi, en idée d'action en entreprise, être tout simplement à l'écoute et créer un climat de confiance, de bienveillance. Alors, c'est peut-être évident, c'est peut-être bête de le noter sur une slide, mais les risques psychosociaux restent quand même la grande cause des maladies professionnelles en France. Et il y a encore une véritable pression des objectifs à réaliser, de la charge de travail, du stress, voilà, des KPI, du chiffre d'affaires à atteindre, peu importe votre domaine d'activité, il y a de la véritable pression. Et tout simplement créer un climat de confiance où on ouvre les portes, où le manager est disponible pour recevoir ses collaborateurs pour parler en toute confidentialité, où les collaborateurs et les salariés savent qu'ils peuvent se confier aussi, qu'ils seront écoutés et que ce sera remonté, peut-être d'une manière anonyme, mais en tout cas qu'ils seront écoutés et que peut-être il y aura des actions mises en place derrière. Voilà, écouter les remontées terrain. C'est véritablement important et c'est là où vous allez pouvoir identifier aussi euh, quelqu'un qui est en charge de travail énorme, qui n'arrive pas à gérer son stress, qui n'arrive pas à générer ses angoisses, qui a l'impression d'être incompétent et qui est peut-être proche d'un burn-out ou qui est déjà fragilisé d'un point de vue personnel par un divorce ou un enfant qui est en situation de handicap ou les deux, ou des choses assez dramatiques, un parent qui vient de décéder ou quelqu'un qui vient de décéder autour de lui, et que ça commence à faire beaucoup et que vous sentez qu'il a une fragilité, voilà, est à l'écoute de ces petits signaux pour, je ne dirais pas qu'on a le rôle d'assistant social en permanence et qu'on doit faire du social en permanence, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est véritablement qu'il y a un climat de confiance et de bienveillance pour dire, peut-être, voilà, euh, j'ai vu que en ce moment c'est un peu compliqué pour toi. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu as besoin qu'on aménage ta charge de travail? Est-ce que tu as besoin qu'on aménage tes horaires? Est-ce que tu as besoin de faire une journée ou deux de télétravail de temps en temps exceptionnellement? Est-ce que tu vas aller voir la médecine du travail? Est-ce que si vous avez travaillé, si vous travaillez par exemple avec des psychologues ou des pairs, est-ce que voilà, tu veux ça? Vous pouvez orienter, vous pouvez ouvrir des possibilités. Et ça, c'est véritablement très important face aux enjeux de santé et de sécurité au travail.
Et puis, bien évidemment, une idée d'action très simple à mettre en place, c'est écouter les salariés. Donc on disait écouter les remontées de terrain, mais là, c'est les écouter, d'un point de vue des propositions qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils peuvent avoir des idées: «Ah bah tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça autrement, on pourrait faire cette activité différemment», pour qu'il y ait moins de risques sur la santé et la sécurité au travail. Les salariés, il faut leur donner les clés d'être proactifs, d'innover et pas de dire: «Ah non, non, mais attends, tu te prends pour qui? C'est pas ton rôle de dire ça». Moi, je l'ai entendu, et c'est vrai qu'en tant que petite nénette, quand on a 20 ans et qu'on dit: «Ah, bah, ça, on pourrait plutôt le faire comme ça parce que ce serait moins énergivore, ce serait moins stressant. Peut-être qu'on pourrait gérer ce sujet-là» et qu'on nous réponde: «Non, mais tu te prends pour qui? Tu pas 20 ans, tu es petite nénette», voilà. Bah, c'est pas forcément la bonne chose à faire puisque vous allez couper le climat de confiance, vous allez, couper l'envie, d'innover, d'être proactif. Donc véritablement, laisser la place à l'innovation et dire: «Bah, voilà, c'est intéressant comme idée. Bah, écoute, est-ce que tu veux, créer un brainstorming sur le sujet? Est-ce que tu veux en parler en réunion d'équipe en 2 3 minutes? Est-ce que tu veux avoir l'avis des autres?» Enfin voilà, essayer de laisser la porte ouverte à l'innovation, même si toutes les solutions ne seront pas retenues dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Mais en tout cas, faire comprendre aux collaborateurs qu'ils ont tous un rôle dans ce domaine-là et qu'ils peuvent essayer d'innover. Je pense que c'est véritablement très important parce que voilà, on doit leur faire comprendre, on doit faire comprendre aux salariés qu'on a tous un rôle, face à la santé et la sécurité au travail. C'est ce que je vous disais avant et c'est ce que prouvent ces différentes idées, d'action au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment, pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain, webinaire jeudi j'agis, en lien plutôt avec, la QVCT, la qualité, de vie au travail. Il y aura la semaine nationale, de la QVCT en juin et au mois de mai, on organisera, avec ProAdapt et Atomota, un webinaire jeudi j'agis sur la question et on essaiera de faire témoigner une entreprise qui a agi sur la QVCT et voir, quels ont été, les bénéfices, pour, heu, pour leur productivité, pour la santé et la sécurité d'ailleurs. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous remercie infiniment, de nous avoir écoutés et regardés et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Je sais pas comment